pas interdire les plans à trois, on va pas interdire l'infidélité, on va pas interdire le polyamour. Le bruit et la fureur. Rien à foutre. Nique ta mère. Madame Pécresse, c'est Madame 20h02. À 20h02, elle appellera à voter pour Emmanuel Macron. Silicon Valley en Seine-Saint-Denis, c'est plutôt la Silicon voilée, non? Je suis la seule à pouvoir battre Emmanuel Macron. Au revoir. Bonjour messieurs, bienvenue dans ce 63e épisode de Divergence sur Divergence Politique. Xavier Moreau, Fabrice Orlin, l'équipe de choc. Comment allez-vous? Bonjour Alexis, impeccable. Eh ben c'est parfait. Alors moi je voudrais avant tout déjà féliciter Fabrice. Comme on dit dans les crypto-monnaies, il a fait un ATH, un all-time high. Je sais que sur cette chaîne vous aimez pas quand je fais des anglicismes. Enfin bon, le terme est dit comme ça universellement. Un ATH est donc le plus haut pic d'une activité. Ben là, Fabrice, avec ta vidéo, tu as dépassé, je crois que tu dois être au-delà des 76 000. C'est donc la vidéo de tout type, tout format de vidéo, la plus vue sur Divergence. Bravo à toi déjà, ça veut dire que... La question c'est qu'est-ce qu'on gagne? La vraie question c'est ça, qu'est-ce qu'on gagne? Ma gratitude, notre gratitude, le respect, la gloire, enfin ce que tu veux, ça ira. Mais rien d'autre. Rien d'autre. Ça En me tout va. cas, ça veut dire que l'intervention sur ta vision sur l'Union européenne, puisqu'il s'agissait d'une vidéo sur Bruxelles et la dictature, était extrêmement partagée par nos auditeurs. Et puis je vous remercie, chers auditeurs, puisque forcément, ça veut dire que c'est grâce à vous qu'il y a eu cette belle vidéo qui a été bien vue, bien reprise. Et puis également deux autres vidéos. On est le 17 janvier, donc dans les 15 premiers jours. Deux autres vidéos sur Divergence qui sont arrivées dans le top 10 de nos meilleures audiences. Xavier qui avait commenté quasiment en direct les événements du Venezuela dans ce fameux samedi fou, et puis le Divergence de la semaine dernière qui est arrivé directement, je crois, en 6e position désormais. Donc bravo et merci à vous toutes et à vous tous de nous suivre. Alors on va parler dans ce premier sujet de Mathieu Pigasse. Ça vous a peut-être pas échappé cette semaine dans les médias. C'est l'homme Mathieu Pigasse du En Même Temps, bobo parisien du très chic 7e arrondissement. Attention messieurs, militant de gauche et banquier d'affaires, propriétaire de médias, propagandiste progressif. Il dit d'ailleurs, mes médias ont une ligne que j'assume. Il est en lutte avec Vincent Bolloré et le Rassemblement national, qu'il nomme d'ailleurs la droite radicale. Alors, si le RN est la droite radicale, messieurs, vous m'en parlerez, contre lesquels, donc Vincent Bolloré et cette fameuse droite radicale, il veut mener une bataille culturelle, comprendre une propagande médiatique de ses idées et de ses valeurs, bien entendu, de gauche. Il parle, en parlant de la droite, de fantasmes d'insécurité, de fantasmes d'immigration. Il qualifie ces news d'organisation politique avec des studios et le RN de parti du système. Bon, là-dessus, on ne peut pas lui dire qu'il a tort. Fabrice, finalement, est-ce que Mathieu Pigasse, c'est donc un mixte entre ce qu'était Pierre Berger et Emmanuel Macron? Oui, c'est un bon mixte, c'est une bonne façon de le résumer. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il coche toutes les cases nécessaires pour pouvoir atteindre le pouvoir en France et aller à l'Élysée. C'est un homme de gauche. Effectivement, comme tu viens de le dire, c'est un mixte entre Macron, puisqu'il a beaucoup travaillé dans le niveau bancaire, financier, etc. Et Pierre Berger, puisque c'est un homme de médias. Et donc, on se rappelle que Macron avait été élu la première fois sur un coup d'État médiatique. Xavier en a parlé plusieurs fois d'ailleurs. Aujourd'hui, clairement, il se pourrait que Pigasse, grâce au soutien de ces médias et d'autres médias qui pourraient se rallier à lui, puissent aussi faire un deuxième coup d'État médiatique, parce qu'aujourd'hui, clairement, personne ne le connaît en France, mais c'est très facile de créer quelqu'un à partir de zéro, grâce à la puissance des médias, que ce soit les médias sur Internet, que ce soit à la télévision, à la radio, etc. Et comme il cache
il, Il cache forcément quelque chose, hein, il est de gauche. voilà, Donc, il a toutes les cases qui va bien puisque c'est un gauchiste radical. Là, tu as parfaitement fait la description le concernant quand il se permet de dire que le RN est un parti d'extrême droite ou que CNews est un organe de presse d'extrême droite. Bon, on n'a pas du tout la même vision des choses et on ne place pas du tout le barycentre, je dirais, le curseur de l'extrême droite au même endroit. Et donc, moi, je pense qu'effectivement, grâce à la puissance médiatique qu'il a derrière, il se peut qu'il soit un candidat sérieux pour les prochaines élections, malheureusement pour la France. alors Xavier, Mathieu Pigasse, qui est le partenaire notamment de Xavier Niel, est-ce que c'est pas un remake 2017-2027? Si, ça y ressemble pas mal. Ce qui est intéressant, c'est dans son discours aussi également, parce que, par exemple, il parle qu'il est pour la redistribution. Donc, en fait, c'est un bourgeois de gauche, très riche, donc qui appartient à cette catégorie un peu du capitalisme de connivence, hein, comme on l'appelle aux États-Unis. J'ai découvert ce terme avec Charles Gave, crony capitalism, ce qui fait qu'il est toujours à mi-chemin entre le public et le privé. Et finalement, sa fortune, quand on regarde la manière dont elle s'est faite, dans la manière dont elle se développe, c'est toujours, comment dirais-je, c'est c'est cette connivence, c'est du délit d'initié en quelque sorte. Et c'est ce qui également a fait la fortune d'Emmanuel Macron, c'est-à-dire qu'on ne sait pas si ces gens sont dans le public ou dans le privé, s'ils bénéficient par exemple on l'a vu pour la commission parlementaire sur les médias. Donc on s'aperçoit qu'il y a une hyperclasse bourgeoise de gauche qui vit, mais qui vit grassement des subsides de l'État. Et lui aussi, ce qui est intéressant, c'est pour ça quand il parle, c'est sur le thème qu'il aborde, qui est celui de la redistribution. Aujourd'hui, la France est un pays hyper socialiste, turbo-socialiste, qui a échoué économiquement, notamment à cause de cette redistribution, et qui a été le moyen pour la gauche française de créer un lumpen prolétariat grâce au RMI, grâce au RSA, et ce lumpen prolétariat qui est une clientèle pour des gens comme Pigasse, qui leur permettent de rester au pouvoir. Et donc, on est toujours... parce que la redistribution aboutit à quoi? À la disparition de la classe moyenne. À la fin, vous avez que des gens comme Mathieu Pigasse et les gens qui l'entourent, hein, donc la gauche bourgeoise, et un lumpen prolétariat extrêmement pauvre qui est en train de se mettre en place en France, et la disparition de la classe moyenne, qui est celle, en fait, qui embête la gauche bourgeoise. C'est elle qui peut la renverser. Et donc, effectivement, là, le système nous sort un produit de remplacement d'Emmanuel Macron qui est en état d'échec total et qui continuera de tenir la France par la pauvreté. La pauvreté est l'instrument d'abrutissement des masses qui permet à la gauche de continuer à régner. Et voilà. Et il faut voir aussi que, je vais arrêter là-dessus, mais c'était très bien évoqué par Sarah Knafo. J'avais passé ça sur Internet, où elle disait comment il est possible que le Parti socialiste, qui pèse 2%, tienne le syndicat à la magistrature, le Conseil constitutionnel, la Cour des comptes. En fait, c'est Mathieu Pigasse est le candidat de ces 2% de bourgeois de gauche qui ne travaillent pas et qui veulent rester au pouvoir à tout prix. Et je pense qu'effectivement, ils vont nous refaire ce qu'ils ont fait à François Fillon, le coup d'État médiatico-judiciaire de 2017. Alors, sur Mathieu Pigasse, c'est pour finir là-dessus, messieurs, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais par rapport à Macron, il y a quand même quelque chose qui le différencie. Autant Macron, je pense qu'il n'y a aucune idéologie. Mathieu Pigasse, lui, assurément, il parle de combat culturel. Il fait comme Pierre Berger qui en son temps avait dit « je mettrai tous mes moyens médias pour aider le candidat Macron ». Lui, Pierre Pigasse, c'est pareil, sauf que lui, il dit « je mettrai tous mes moyens médiatiques, tous mes moyens économiques pour le combat, justement, du progressisme ». Donc, c'est un progressiste qui ne s'en cache pas du tout, qui dit qu'il est là dans un affrontement idéologique. Il y a cette différence, encore peut-être plus dangereuse, avec Emmanuel Macron, c'est qu'à la rigueur, Emmanuel Macron, on peut penser qu'il croit en rien, à part les deniers de Rothschild. Moi, je pense pas que Macron ne croit en rien. Je pense que c'est il a des problèmes personnels. C'est quelqu'un qui est. Il faut lire les ouvrages qui ont été sur lui, notamment le dernier, Le Président toxique. Donc c'est quelqu'un qui effectivement ses problèmes personnels
ont une énorme influence sur sa politique. Mais malgré tout, il y a toujours derrière une idéologie. On ne peut pas dire que Macron n'ait pas d'idéologie. Il est également progressiste. Du point de vue des relations internationales, il fait partie de cette gauche que j'ai décrite dans mon bouquin, donc la gauche girondine qui veut répandre les idées de la gauche par la force, y compris par l'action militaire. Donc, alors, il n'en a pas trop les moyens, mais cela dit, il a quand même une action. C'est ce qu'il fait dans la politique internationale. On le voit dans la crise ukrainienne ou par exemple en Iran. Donc si, il y a quand même une idéologie derrière Macron, c'est du gauchisme. Et Pigasse, c'est dans cette continuité. Et effectivement, il faut aussi qu'il se désigne un ennemi, puisque c'est un peu le principe schmittien, il faut désigner l'ennemi. Et là, en l'occurrence, ce qu'il appelle l'extrême droite, donc ce qui est quand même assez rigolo quand on... La droite radicale. La droite radicale, je ne sais pas en quoi le RN est de droite, c'est un parti de centre-gauche. Sur les questions encore économiques, moins radical. Sur les questions économiques, quand on demande à Marine Le Pen ce qu'elle pense par exemple, de fait de diminuer les impôts, de baisser la dépense publique, elle dit c'est des trucs de droite. Donc sur les mœurs, elle a mis l'avortement dans la Constitution, elle est pour le mariage homosexuel. En politique internationale, elle est pour rester dans l'Union européenne, pour rester dans l'OTAN, ce qui était le programme de François Mitterrand. Donc en fait, le RN n'est pas un parti de droite, c'est un parti de centre-gauche. Je crois d'ailleurs que c'est de plus en plus assumé. Et finalement, le seul sujet sur lequel ça se titille un peu, c'est l'immigration. Voilà. Là où donc, on va finir avec Fabrice sur ce sujet. Donc, effectivement, le seul point où on peut être en accord avec Pigasse, c'est quand il dit que le RN est parti du système. Bon. Fabrice, est-ce que tu souhaites clôturer le sujet Mathieu Pigasse avant qu'on passe aux choses sérieuses à l'international? Non, mais je pense que tout a été quand même plus ou moins dit. Ce qui est clair, c'est que pour moi, il sera dans la continuité totale d'un Macron. Dire que Macron n'est pas quelqu'un qui a de l'idéologie derrière lui, je pense effectivement que c'est une erreur. Quand on le voit, le discours qu'il a à l'encontre de la Russie, c'est d'abord un discours idéologique. C'est qu'il souhaite préserver le way of life, la façon de vivre occidentale qui est celle justement du socialisme à la fois dans les mœurs et à la fois dans l'économie. Et ce qu'il déteste auprès de la Russie, c'est justement le côté conservateur russe. Et ça, il l'a répété quand même plusieurs fois dans certains de ses discours, alors même sans forcément le dire d'une façon aussi radicale que ce que je viens de dire, mais il est clair que lorsqu'il parle de la Russie, il dit que la Russie représente un danger pour la façon de vivre des Occidentaux. Et ce qui déplaît fortement à cette caste bourgeoise socialiste, non pas seulement française, mais aussi européenne, c'est justement le côté traditionnaliste de la Russie, les valeurs conservatrices russes, où la société est basée sur la famille, et où la famille, c'est un homme, une femme et des enfants, et où on respecte le sacré, on respecte les religions, etc. Ce qui est détestable pour ces gens-là. Et Pigasse, effectivement, s'inscrit totalement dans cette continuité. Donc, il n'y aura absolument aucune différence, voire même une accélération dangereuse dans le sens qui va à l'encontre de ce que nous autres patriotes français souhaitons pour la France. Merci beaucoup. Effectivement, alors je suis d'accord avec vous. Je voudrais pas qu'on pense que j'ai dit que Macron n'a aucune idéologie derrière. Je pense qu'en tout cas, il a une colonne vertébrale qui est beaucoup moins stable et qui fait ce que en bon young leader qu'il est, il fait ce que ses maîtres lui disent. C'est plutôt vers là que je voulais aller. Allez, on clôt le sujet Pigasse, on verra bien, on aura le temps d'en reparler d'ici 2027. On va vous mettre un petit jingle. Nous sommes en guerre. Chercher l'argent là où il se trouve. Il y a un autre endroit où il se trouve, mes chers collègues, c'est dans l'épargne des Français. Allez, voilà, parce qu'avec à gauche, qu'est-ce qui va, Xavier Moreau? Les taxes, forcément. Donc, venez épargner et protéger votre argent en Russie,
regardez en lien de description comment nous contacter à Divergence Service. On vous accompagne pour que vous puissiez ouvrir votre compte bancaire en Russie, placer votre argent, générer des intérêts, enfin voilà, vivre finalement le bonheur qu'on connaît ces Russes, en tout cas, sur leur compte bancaire, avec aucun banquier qui vous demande « mais c'est pourquoi faire, monsieur, que vous voulez retirer votre propre argent ?» Voilà, donc si vous voulez un État normal où vous puissiez être en sécurité, eh bien, venez investir en Russie. En plus, je crois que l'État russe, Fabrice et Xavier, vous suivez mieux l'actualité que moi, je crois que l'État russe est en train de discuter, il y a des discussions pour que puisse être levé l'accès au marché boursier russe pour les non-ressortissants et non-citoyens russes. Voilà, je ne sais pas si vous avez entendu parler de cela. Mais ça m'a été confirmé par plusieurs banquiers, effectivement. Voilà, donc en attendant que ça arrive, et puis en Russie, l'avantage c'est que les choses évoluent rapidement, on n'attend pas 10 ans, et bien voilà, venez vous préparer, venez surtout protéger votre argent, parce que l'Union européenne et la France en bon état soumis ne vous fera pas de cadeaux. En parlant de pas faire de cadeaux, eh ben, c'est cette affiche de Divergence 63 qu'on a choisie. Emmanuel Macron ne va pas faire de cadeau à Donald Trump. Xavier Moreau, je pense que Donald Trump doit frissonner. 15 soldats français ont été envoyés au Groenland pour protéger le Groenland. Tremble Trump. Oui, et ouverture d'un consulat. Ah oui, donc, cela dit, je ne pense pas que Macron se fasse aucune illusion. Évidemment que si Trump veut intervenir, ça n'empêchera pas. Il faut voir une chose, c'est que la première armée du monde, c'est l'armée russe, l'armée de terre. Et la première flotte au monde, c'est la flotte américaine. Donc, en fait, si jamais l'Amérique a envie de s'emparer par la force du Groenland, il suffit d'envoyer la flotte et d'isoler cette immense île qui fait 4 fois la France. Donc, du point de vue militaire, ça n'a absolument aucun intérêt. La seule chose, c'est que une fois de plus, on se fait humilier, puisque faut voir la réaction sur les réseaux sociaux, dans les médias russes. Tout le monde rigole en voyant arriver ces 15 soldats, ces 13 soldats allemands. Donc, finalement, ça traduit plutôt le désarroi de ces pauvres Européens avec le monde qui est en train de changer. Et finalement, la fin ce qu'on insiste, en fait, c'est la fin de l'OTAN, c'est l'inutilité de l'OTAN, puisque finalement, l'Europe n'est pas menacée par la Russie. Mais en revanche, le Groenland peut l'être. Et surtout, ce qui est aussi intéressant, c'est que finalement, contrôler le Groenland, les États-Unis pourraient le faire sans envoyer d'armée, sans, je dirais, unifier le Groenland aux États-Unis. Mais il semble que Trump ait envie de marquer l'histoire, et que donc il pourrait très bien s'emparer par la force et forcer les Groenlandais, qui de toute manière, pour qui ça représentera aucune différence. Et je dirais même pour eux, il vaut mieux être aujourd'hui dans la zone américaine que dans la zone de l'Union européenne. Au moins, ils bénéficieront du premier amendement et de la liberté d'expression. Ouais, c'est déjà ça de gagner, effectivement. Fabrice, si du côté européen, on a ouvert les yeux sur le fait que les États-Unis d'Amérique ne sont pas l'ami de personne d'autre que des États-Unis d'Amérique, côté américain, les actes médiatiques de Macron et de trois autres pays, je crois, d'Europe, qui eux aussi ont envoyé partiellement 1 ou 2 soldats, ou 3 soldats, ou 4 soldats au compte-gouttes à la Maison-Blanche, on a dit très clairement, eh bien écoutez, ça ne change rien à nos motivations, pardon. Oui, non, mais en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'envoi de ces quelques militaires, je crois en tout, il y en a une trentaine à peine qui sont partis là-bas. Alors, effectivement, ça a été filmé lorsque on a vu l'avion Hercule militaire atterrir, la descente de ces quelques militaires. En fait, tout ça, c'est de la poudre aux yeux qui est lancée à l'égard des Européens eux-mêmes pour essayer de montrer que l'Union européenne est en train de sortir les muscles et de montrer ses muscles aux grands méchants américains qui voudraient s'emparer d'une terre qui appartient à l'Europe. Mais en réalité, c'est un aveu de faiblesse totale. Si il y avait une volonté politique réelle de la part de l'Union européenne d'empêcher les Américains de prendre le Groenland, il y aurait une solution extrêmement simple. En Europe, il y a plusieurs centaines de bases militaires réparties sur tout le territoire de l'Union européenne, sauf la France.
grâce au général de Gaulle d'ailleurs. Mais quand on va en Italie, en Allemagne, dans tous les pays, en Espagne, etc., il y a des bases militaires partout. S'il y avait vraiment une volonté d'empêcher Trump de s'emparer du Groenland, il suffirait que von der Leyen dise, si jamais vous venez prendre la terre du Groenland, à ce moment-là, nous fermerons toutes les bases américaines qui sont présentes sur le sol de l'Union européenne. Jamais on l'entendra, ça. Donc, en réalité, je crois que c'est déjà acté dans la tête des dirigeants de l'Union européenne que cette terre-là basculera tôt ou tard du côté américain, que ça se fasse d'une façon brutale ou d'une façon négociée, peu importe. De toute façon, le Groenland finira dans l'escarcelle des États-Unis. C'est déjà acté, mais comme il ne faut pas non plus montrer trop de faiblesse ou la réalité de la faiblesse de l'Union européenne, on fait partir quelques militaires, quelques chiens de traîneau, etc. On prend quelques jolies photos et quelques jolies vidéos et on montre ça dans les médias pour montrer, regardez, quand même, nous, on sait se défendre. Mais en fait, c'est de la poudre aux yeux et de toute façon, l'histoire, elle est déjà écrite. Le Groenland, j'en suis persuadé, finira d'une façon ou d'une autre dans l'escarcelle des États-Unis d'Amérique. De la poudre de perlimpinpin, donc pour reprendre les mots de notre président. Xavier Moreau, comment ça a été, comment cet épisode du Groenland est perçu justement du côté de Moscou et de Chine? Je pense que c'est, alors côté de Moscou, c'est popcorn time. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu la conférence internationale sur l'Arctique qui a lieu en mars 2025. Et donc, il y a eu là une session plénière à la fin, c'était celui à Mourmansk, et Vladimir Poutine a pris la parole. Et à un moment, il a parlé des prétentions américaines qui étaient déjà annoncées par Donald Trump, qui venait juste d'être investi. Et il a, je dirais pas qu'il a justifié, mais il a expliqué d'où ça venait, que c'était pas une crise d'hystérie de Donald Trump, que ça reposait sur tout un cheminement historique à partir de 1860 et ensuite après la Seconde Guerre mondiale. Donc c'est-à-dire que pour les Russes en fait ils s'en moquent, ça leur est égal. Et si ça peut provoquer je dirais la dislocation de l'OTAN, ils sont favorables. Et moi, d'ailleurs, je vois ça en tant que nationaliste. Aujourd'hui, en tant que nationaliste français, évidemment, je suis pour le retrait de la France de l'OTAN. On n'a rien à faire dans ce truc. En plus, on a, comme vous le venez de le rappeler, l'arme nucléaire. Je veux dire, on n'a pas besoin d'alliance militaire pour protéger les frontières françaises. Tous les pays savent que si jamais ils nous attaquent, ils finiront leur territoire sera transformé en parking radioactif. Donc, on n'a absolument aucun risque. On n'a pas besoin, la France n'a pas besoin d'une alliance militaire. Elle peut très bien faire sa sécurité elle-même et par conséquent devenir une puissance, je dirais, neutre qui redeviendra une puissance d'équilibre. C'est ce dont je parlais dès le début de la crise ukrainienne en 2014. La France n'a pas besoin d'alliance militaire et donc, dans ce sens-là, pour nous, c'est une très bonne chose. Si jamais les États-Unis annexent le Groenland et que ça provoque la fin de l'OTAN, mais c'est fantastique. Merci Donald Trump. Fabrice, cette histoire du Groenland, finalement, bon, effectivement, elle n'a peut-être pas trop de conséquences ou d'intérêt pour nous, sauf que elle marque véritablement ce fameux dessin qu'avait fait circuler Donald Trump sur son réseau social The Truth et qui avait été relayé d'ailleurs sur X également, où on voyait une division du monde en 3 parties avec les États-Unis qui prenaient en gros toute l'Amérique plus Groenland, la Russie qui prenait l'Europe, de mémoire Europe-Afrique qui était partagée, l'Afrique en 2, et donc forcément la Russie, et la Chine qui prenait l'Asie et une moitié de l'Afrique. C'est ça l'histoire du Groenland, c'est que désormais, on est dans un monde non pas multipolaire, on est dans un monde tripolaire, et point final. Non, je ne crois pas à ça. Je pense en fait que le monde qui s'offre à nous, qui s'ouvre à nous, ou en tout cas qui est voulu à la fois par la Chine et par la Russie, c'est plutôt un monde où il y aurait des relations bilatérales entre les différents pays. C'est pas du tout un partage du monde comme on essaye de nous faire croire, où il y aurait les 3 ogres, États-Unis, Chine et Russie, qui se partagent le monde entier. C'est pas du tout, en tout cas, la vision ni des Chinois ni des Russes. C'est peut-être celle des Américains aujourd'hui.
Mais les Russes et les Chinois, eux, préconisent au contraire des relations, des bonnes relations avec tout le monde et des relations de coopération bilatérale avec tous les pays du monde. C'est ce qui dérange effectivement aujourd'hui l'administration Trump, qui, elle, continue à voir le monde selon le prisme qui a toujours été le leur, où il faut que le fort domine sur le faible, mais c'est pas du tout la façon ou la vision, en tout cas, ni des Russes ni des Chinois. Donc ça, je crois pas du tout que ça soit le monde qui s'ouvrira à nous pour les années à venir. En revanche, là, pour rebondir sur ce que disait Xavier par rapport au Groenland, il y a quand même quelque chose dans cette histoire, je trouve, qui est un retour de boomerang assez savoureux. Le Danemark a été quand même un des pays, on s'en souvient, au moment où le Kosovo a été volé à la Serbie. C'est le Danemark a fait partie des pays qui a soutenu le vol de cette région historique de la Serbie à l'Albanie. Et aujourd'hui, en fait, ils sont en train de se faire dépouiller d'une partie de leur territoire. Et je dois avouer quand même que dans ces circonstances-là, ça me fait quand même doucement rigoler parce que c'est un juste retour des choses. Alors évidemment, en soi, je préférerais que le Groenland reste au sein de l'Europe. Mais d'un autre côté, si effectivement ceci peut lancer la dislocation de l'OTAN, qui est le pire ennemi de la France, l'OTAN est le pire ennemi de la véritable Europe, et le meilleur allié de l'Union européenne qui nous plonge justement là dans le gouffre dans lequel on est en train de plonger, eh bien je dis pourquoi pas, après tout. Après, il va falloir voir un petit peu ce que tout ça va donner, parce que je pense qu'une fois que Trump aura pris possession du Groenland, il se pourrait que le Groenland devienne la base militaire lanceur de missiles la plus importante qui existe au monde. À mon avis, c'est ça le deuxième effet qui se coule de ce vol de territoire, c'est qu'il va pouvoir s'en servir comme d'une avancée. Alors même si je sais qu'il y a déjà une base militaire américaine présente au Groenland, maintenant qu'il n'aurait plus aucun accord avec l'Union européenne, ni avec le Danemark, ni avec qui que ce soit, il se pourrait qu'il transforme en fait cette île en une base avancée de lanceurs de missiles en direction de la Russie. Bon, mais ça, c'est une autre histoire, on verra ce que le futur nous dira. Effectivement. Allez, tout de suite, petite transition. On passe au troisième et dernier sujet. Allez, vous l'avez vu dans cette micro-transition, eh bien, on va vous le mettre comme ça, on le voit beaucoup mieux. Faites un like, c'est dans le coin en haut à droite. Faites un like, c'est noté comme le port salut. Faites un like, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche, mettez un petit commentaire à cette vidéo, ça permet d'avoir un meilleur référencement. C'est important parce que Xavier, tu en as été le symbole juste avant les fêtes de Noël, mais c'est quelque chose qui peut pendre au nez de toutes nos chaînes, on va dire, non mainstream, en tout cas d'opposition, de réinformation, appelez ça comme vous voulez. Donc, abonnez-vous à Divergence Politique, c'est important. Et puis, ne vous abonnez pas qu'à nous. Bien entendu, suivez Stratpol, abonnez-vous, je crois que tu as une newsletter, Xavier, pour rester bien informé. Si d'aventure un canal ou un média venait à censurer d'un côté ou de l'autre, voilà, pour rester vraiment informé, abonnez-vous. Pareil à tous nos amis, GPTV, TV Liberté, Toxin, Le Monde Moderne, Paix et Guerre de Caroline Galacteros, la chaîne de Sylvain Ferreira. Tous ceux que j'ai oublié de citer, voilà, abonnez-vous à tout le monde parce que personne n'est en sécurité aujourd'hui avec cette gauche lunatique, comme on dit aux États-Unis, hein, les lunatiques de gauche. On va aborder donc le troisième sujet qui avait été abordé dans une super vidéo. Fabrice, je te tire encore une fois mes félicitations, une vidéo passionnante sur Divergence Politique que vous avez pu retrouver en début de semaine, où Fabrice nous expliquait la réalité en fait de cette révolution colorée en Iran, les implications de chacun, le danger de déstabilisation mondiale que représente ce qui est en train d'être fait par les États-Unis et Israël en Iran. Eh bien, on s'est posé la question aujourd'hui, est-ce que Trump, finalement, a reculé ? Alors, Fabrice, puisqu'on parle d'Iran, je te renvoie quand même la parole, même si tu es le dernier à avoir parlé. Est-ce que Trump a reculé et sous la pression de qui ? Alors,
La situation à l'heure où on parle, en tout cas à l'heure où on enregistre cette vidéo, c'est que clairement la révolution colorée a échoué. Le pouvoir en place a réussi non seulement à neutraliser les cellules terroristes qui s'étaient emparées des manifestations légitimes de commerçants qui, au démarrage, manifestaient pour des raisons économiques, etc. Bon, on connaît l'histoire. Il existe une 5e colonne très importante en Iran qui a été activée pour prendre en main ces manifestations. Le pouvoir a réussi donc à neutraliser une grande partie de ces cellules. Elle continue d'ailleurs de le faire à l'heure où on discute, et à mon avis, ils vont le faire dans les prochaines semaines pour traquer tous ceux qui ont commis des meurtres, parce que contrairement à ce qui a été dit dans les médias mainstream, ce n'était pas des manifestations, en tout cas au démarrage, si c'était au démarrage des manifestations pacifiques, très rapidement, il y a eu de l'ultra-violence à cause de ces cellules terroristes qui étaient d'ailleurs lourdement armés et qui ont tué à la fois des policiers et à la fois des manifestants pour créer le chaos. Aujourd'hui, on sait que ça a échoué. Le pouvoir politique a fait descendre dans la rue des millions de partisans, des millions, dans toutes les grandes villes d'Iran. Et il se trouve qu'effectivement, Trump a déclaré récemment que, en trouvant des excuses bidons en plus, en disant oui, mais comme là, finalement, ils ne vont pas exécuter 800 personnes qu'ils devaient exécuter, je ne vois pas pourquoi on irait les bombarder. Bon, déjà, je tiens à préciser qu'il n'a jamais été question, nulle part dans la presse iranienne ou ailleurs, il était programmé que vendredi, c'est-à-dire hier, il devait y avoir 800 pendaisons. C'est pas vrai. Il a trouvé cette excuse pour dire voilà, bon, je ne vais pas bombarder. Ceci étant, s'il n'a pas encore bombardé, ça ne veut pas dire qu'il ne va pas bombarder plus tard. Je pense que de toute façon, il va être mis sous pression par Netanyahou pour le faire. Simplement, s'il ne l'a pas fait, c'est que, à mon sens, de ce que je peux voir, analyser de la situation, ce qui se passe, c'est que le pouvoir politique en Iran a réussi à stopper les manifestations beaucoup plus rapidement que prévu. Ce qu'il voulait, l'idée de cette révolution colorée, c'était que ces manifestations durent pendant des semaines ou des mois, comme ça avait été le cas en 2022, pour laisser le temps à la fois à l'armée américaine et à la fois au service secret, au Mossad israélien, d'organiser les frappes. Or, ces manifestations ont été jugulées en l'espace d'à peine 3 semaines. Ça n'a pas laissé le temps, me semble-t-il, pour tout organiser. Mais à l'heure où on se parle, on sait que la flotte du Pacifique est en train d'arriver, américaine, qui était stationnée au Pacifique, est en train d'arriver proche de l'Iran. Donc pour moi, rien n'est terminé et je sais d'ailleurs qu'en Iran, il continue à être en état d'alerte. Le Parlement iranien a prolongé la possibilité de pouvoir faire un shutdown, une extinction d'Internet pendant les prochaines semaines. Donc ils sont sur le qui-vive. À l'heure où on se parle, voilà, et tant mieux, il n'y a pas eu de bombardement, mais ça ne veut pas dire que dans les jours... C'est juste qu'ils ne seraient pas prêts. Voilà. Fabrice, pardon, Xavier, très intéressant ce que dit, on va rebondir sur ce que dit Fabrice. Question, moi j'ai une question toute bête. Est-ce que Trump n'est-il pas fort avec et faible avec et fort? Bah si, quand tu t'es fait envoyer balader par les 2 forts de la cour de récré chinois et russes, et indiens d'ailleurs, il y en a maintenant qui est... Et en fait, tu vas te taper celui qui peut pas se défendre. Donc ça a commencé par ce pauvre Nicolas Maduro. Et puis là, je pense qu'il pensait se faire l'Iran. Le problème, c'est que visiblement, il est pas si faible que ça, l'Iran. Et je pense que on revit finalement ce qu'on a vécu au mois de juin. C'était au moment de la guerre des 12 jours. C'est-à-dire que Israël a sous-estimé la solidité du régime iranien. Et malheureusement pour Donald Trump, il s'est fait convaincre par Netanyahou que c'était jouable, que c'est bon, les agents du Mossad étaient infiltrés et qu'ils allaient pouvoir obtenir une révolution de couleur. Et finalement, c'est un échec complet. Et ce qu'il faut espérer, c'est que effectivement ça s'arrête là, et surtout que ça serve de leçon à Donald Trump. Parce que moi, ce qui m'inquiète, c'est que je pense que là, ça a raté, mais c'est cette espèce d'acharnement d'Israël, pas forcément d'Israël, mais de Benjamin Netanyahou, à vouloir systématiquement déstabiliser non seulement l'Iran, mais en fait le Moyen-Orient. Et d'ailleurs, c'est pas un hasard si toutes les puissances dans la région, notamment les exportateurs de pétrole, ont demandé à Donald Trump d'arrêter les frais.
Parce que si jamais tout d'un coup il y a une opération militaire contre l'Iran, ça va remettre en cause le trafic du pétrole par le détroit d'Ormuz, par le canal de Suez. Hein. Je rappelle que les Houthis contrôlent la mer Rouge de facto. Donc personne n'a besoin de ça. Et donc ce qu'il faut espérer, c'est que Trump arrête d'écouter Netanyahou quand il lui explique qu'il peut faire chuter l'Iran. Et puis il y a aussi un deuxième aspect qui, à mon avis, est important, c'est ça montre le déclin militaire de Washington. Puisque ce genre de problème, il y a 20 ans, en 2003, ça s'est terminé par une invasion de l'Irak. On a à peu près la même circonstance. Et les États-Unis avaient les moyens de débarquer 250 000 hommes avec tout ce qu'il fallait comme soutien aérien, soutien maritime, et avec des alliés. Bon, les alliés n'étaient pas très nombreux, mais il y a quand même, je crois, à peu près 50 000 hommes. Il y a à peu près un peu moins de 300 000 hommes qui ont débarqué et qui ont pu gagner la guerre. Et aujourd'hui, en fait, Washington ne pourrait pas refaire ça. C'est pour ça que le seul espoir, c'est de trouver des agents sur place qui déstabilisent le pays, qui permettent le coup d'État. Mais globalement, ce que l'Amérique était capable de faire dans les années 90 et au début des années 2000 au Moyen-Orient ou ailleurs, aujourd'hui, elle n'en est plus capable du tout. Fabrice, on a, alors là, je switch et je rebondis sur ce que disait Xavier sur la puissance militaire américaine. On a quelques informations qui ont filtré de l'opération de kidnapping de Maduro. On a visiblement 84 morts, dont 46 militaires, ce qui laisse quand même une partie civile importante, puisque c'est à peu près la moitié. Et on a eu des informations, notamment on vantait sur tous les plateaux télé la puissance militaire américaine. On nous disait, voilà, les services de défense aérienne, notamment russes et chinois, n'ont pas fonctionné ou n'ont pas eu le temps de fonctionner. En fait, ce qu'on sait, c'est qu'ils n'étaient même pas branchés. Donc, est-ce qu'on peut remettre un petit peu, je dirais, est-ce qu'on peut atténuer la puissance américaine comme Xavier le fait, ou est-ce que ça reste encore un monstre militaire ? Alors, ce que je crois, d'après ce qu'on a pu voir effectivement avec le kidnapping de Maduro, qui a été une opération quand même, il faut le dire, assez audacieuse et bien réussie, c'est que les Américains restent très efficaces sur les opérations coup de poing, les opérations commando. En ce qui concerne les batteries antimissiles chinoises et russes, si elles n'ont pas fonctionné, c'est tout simplement que ceux qui devaient les faire fonctionner ne l'ont pas fait parce qu'ils ont trahi. Voilà, c'est aussi simple que ça. Mais ça veut dire que en payant, en soudoyant, en sachant où il faut taper, etc., les Américains ont quand même la possibilité aujourd'hui, et ils ont un service de renseignement très puissant, ce qui leur permet de faire des opérations coup de poing comme celle-ci. On se rappelle aussi qu'ils avaient assassiné le général Soleimani en Irak lors du premier mandat de Trump. Donc, ce genre de choses, ils savent le faire. Assassinat, kidnapping, ils sont très bons là-dedans. Mais, comme le dit très justement Xavier, c'est une chose, voilà, de mener des actions coup de poing, c'en est une autre d'organiser une guerre réelle en envoyant des dizaines, des centaines de milliers de soldats au sol. Et ça, je crois qu'effectivement, ils n'en ont plus les moyens, et de toute façon, la base MAGA n'accepterait pas que Trump donne l'ordre de le faire. C'est pourquoi Trump pèse le pour et le contre, et je crois qu'il s'est rendu compte quand même que le régime iranien était en place, solidement en place, qu'il était soutenu encore par des millions de personnes qui ont manifesté. Et il s'est dit, de toute façon, si je bombarde, ça ne servira à rien, puisque le régime continuera et restera là. Lui, ce qu'il ne veut pas, c'est s'enliser dans une guerre où il y aurait des dizaines, des centaines ou des milliers de pertes de soldats américains. Et donc, il a effectivement reculé. Je pense qu'il y a une deuxième raison pour laquelle il ne l'a pas faite. C'est un article qui est sorti dans le New York Times tout récemment, qui explique que Israël n'a pas encore retrouvé la capacité entière sur son dôme de fer, c'est-à-dire qu'il n'a pas encore recouvrer l'entièreté de ses stocks de missiles antimissiles. Et on sait que la guerre des 12 jours s'est très mal terminée pour Israël, qui ne s'attendait pas à une telle réplique, et que vers la fin, au 12e jour, quand l'Iran envoyait 30 missiles, il y en a 30 qui touchaient leur but sur le territoire israélien. Et aujourd'hui, ils sont en train de renouveler le stock de missiles, et apparemment, ils n'ont pas terminé de le faire. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, je crois qu'ils s'attendaient à ce que ces manifestations durent beaucoup plus longtemps, de façon à pouvoir tout organiser et
à ce moment-là, lancer effectivement une attaque, mais le régime iranien a réussi à stopper ça bien avant, en peu de temps, d'une façon assez efficace. Et donc, je crois effectivement que ça a remis tout en cause de la part à la fois des services de la CIA et du Mossad. Mmh. Ils ont dû Merci. revoir leur Alors, copie. Fabrice, on va parler, Xavier, pardon, j'ai du mal ce matin avec les prénoms. Je rappelle qu'on est samedi matin au moment où on tourne cet épisode. Xavier, on va parler politique. On le voit avec l'incrustation vidéo qui est derrière. Vladimir Poutine serait intervenu pour parler avec l'Iran. On ne sait pas, ce samedi matin, là, il est globalement 10 heures du matin à l'heure où on tourne. On ne sait pas ce qu'il s'est dit véritablement dans la diplomatie russe, ou ce qui aurait été dit par la diplomatie russe, mais on sait que ça a eu un poids. Xavier, comment on peut analyser peut-être l'intervention dans cette révolution colorée de la Chine et de la Russie? La Russie est un des rares pays qui parle aux deux, en fait. Donc, effectivement, l'entretien avec Netanyahou d'une part de Poutine et avec le président iranien a été annoncé par le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, si je me souviens bien. Et donc, effectivement, la Russie est un des rares pays qui peut parler aux deux, parce qu'elle est neutre dans ce conflit. Elle est neutre, même si elle déplore effectivement le comportement d'Israël, notamment dans la bande de Gaza, où la Russie a des positions extrêmement fermes. Malgré tout, il n'y a jamais eu de canal rompu. Le canal n'a jamais été rompu entre Netanyahou et Vladimir Poutine. Et évidemment que l'Iran, qui maintenant fait partie des BRICS, est aussi un interlocuteur de choix pour la Chine, pour la Russie. Donc la Russie fait de la diplomatie, finalement. Et c'est ce que ne peut pas faire Donald Trump, puisque lui, il est aligné derrière Israël. Et alors, quel rôle ça joue exactement, on ne sait pas, mais dans la mesure où je pense qu'aujourd'hui, Israël cherche une voie de sortie, pardon. Quand je dis Israël, c'est Netanyahou. Finalement, la Russie peut le lui donner, c'est-à-dire en disant d'intervenir auprès des Iraniens, en disant bon, finalement, ils vont pas le faire. Retour au calme, et puis stabilisons la région. Fabrice, pour finir, finalement, ton analyse, toi, c'est la défaite de Trump ou cette reculade, ou est-ce que c'est la défaite tout à l'heure, tu parlais du camp MAGA qui refuserait. Est-ce que c'est la victoire du camp MAGA qui refuse effectivement cet interventionnisme mondial, et la défaite notamment des nouveaux alliés? On voit des nouveaux alliés politiques de Donald Trump depuis cette fin d'année 2025, début d'année 2026. Je pense à Lindsey Graham, je pense à une position plus forte de Rubio dans l'entourage politique de Donald Trump, alors que Rubio était plutôt effacé et que Rubio n'est clairement pas de toute façon un allié naturel de Donald Trump. Est-ce que c'est pas un peu la reculade de ces faucons américains, comme on aime les appeler, et peut-être aussi la reprise en main des MAGA de la politique de Donald Trump, ou en tout cas de dire à Donald Trump arrête de faire n'importe quoi? Alors j'aimerais bien que ça soit grâce à la pression du peuple américain qu'il ait décidé finalement de ne pas bombarder l'Iran, mais clairement c'est pas ça qui l'a fait plier. Ce qui l'a fait plier, c'est effectivement que au niveau international, des pays comme l'Arabie Saoudite, comme les Émirats Arabes Unis, le Qatar et même la Turquie, qui pourtant est loin d'être un allié de l'Iran, ont fait pression sur les États-Unis en leur disant ne lancez aucune attaque, les répercussions vont être catastrophiques. Voilà. Donc c'est plutôt pour ces raisons-là, si tu veux, que Trump a décidé finalement de ne pas le faire. Encore une fois, je répète, hein, c'est pas parce qu'il ne l'a pas fait aujourd'hui qu'il ne le fera pas demain. Et c'est pas non plus parce que Netanyahou promet à Trump qu'il aimerait aujourd'hui essayer de trouver une sortie honorable avec l'Iran qu'il ne va pas en profiter demain pour pousser son allié américain à bombarder l'Iran. Pour Netanyahou, l'Iran est un problème majeur. Il l'a toujours été. Ils ont essayé à de multiples reprises de renverser le pouvoir. Ils n'y sont jamais arrivés. Ils ont essayé, ça remonte pas à hier, hein, déjà en 2022, mais même auparavant. Mais si on remonte à l'histoire récente, en 2022, vous vous souvenez qu'il y avait eu cette jeune fille qui avait été arrêtée par la police des mœurs, mise en prison. On l'avait retrouvée 3 jours après en prison. Elle est morte en prison. Et avait débuté toute une série de manifestations qui avaient duré cette fois-ci pendant des mois.
Il y a eu la guerre des 12 jours. Là, il y a eu ces cellules terroristes qui étaient présentes avec des armes lourdes qui sont sorties pendant ces 3 dernières semaines pour essayer de créer le chaos. Tout ça n'a jamais fonctionné. Mais il ne faut pas penser que l'histoire s'arrête là. En réalité, il y aura une suite. Il est clair et net que Israël, de toute façon, Netanyahou l'a dit, il l'a dit après la guerre des 12 jours, il faut que l'Iran, tel qu'il est aujourd'hui, disparaisse. Et donc ça, je crois qu'il faut le garder en toile de fond. Grâce à Dieu, rien ne s'est passé aujourd'hui, mais ça ne veut pas dire que dans les jours ou dans les mois qui viennent, rien ne se passera. Après, je voudrais juste terminer par rapport à l'action de Poutine. Vous voyez, Trump parle souvent du prix Nobel. Eh ben, je pense effectivement que le travail que vient de réaliser Poutine entre Israël et l'Iran est vraiment digne d'une personne nobélisable. Alors que Trump, il clame haut et fort du haut de son bureau ovale qu'il doit recevoir le prix Nobel, alors même que dans les geôles de la Maison-Blanche, il y a un homme politique qui s'appelle Maduro, qui a été kidnappé alors qu'il appartient à un pays souverain. Donc il le kidnappe, il le met en prison, et par contre, de l'autre main, il est là à réclamer son dû comme un gamin de 80 ans. Voilà. Qui l'a reçu d'ailleurs. C'est la photo de la diplomatie américaine et la diplomatie russe. Qui a reçu son prix Nobel de la paix. C'était la photo de la honte, je crois, de vendredi ou de jeudi soir pour nous, heure française, en tout cas jeudi après-midi pour les États-Unis. Cette fameuse photo prise lors de la rencontre entre l'opposante du Venezuela et Donald Trump, qui est venue s'aplatir à Washington, l'opposante, en lui remettant sa médaille à un Donald Trump qui finalement était ravi. Et alors, je crois que le comité du prix Nobel, en même temps ça vaut rien le prix Nobel, mais le comité s'est senti obligé de dire que même si la médaille avait changé de main, le prix Nobel n'était pas Trump. Enfin, c'était la photo de la honte et de la soumission. Xavier, tout dernier mot, je suis désolé, j'aurais vraiment un dernier mot sur la question en Iran. Il y a un point important aussi, on a vu en cette fin de semaine beaucoup d'États du Moyen-Orient qui n'étaient pas du tout alliés avec l'Iran, sur lesquels il y avait eu des tensions très très fortes, voire même inquiétantes. Je pense notamment à l'Arabie Saoudite qui s'affrontait avec l'Iran, qui était lui ami avec le Qatar, qui s'affrontait avec les Émirats Arabes Unis. Enfin, c'est des jeux de billard à 3 bandes. Là, on a vu tout le Moyen-Orient, tous ces pays importants du Moyen-Orient unis dans un message clair, pas de bombardement. Est-ce que ça peut être aussi une pacification des relations au Moyen-Orient entre ces différents pays ? Oui, bien sûr, c'est ce qu'on a observé ces dernières années, notamment par l'entremise de la Chine, un rapprochement entre l'Iran et l'Arabie Saoudite. Et effectivement, on voit très bien que, je dirais, il y a une maturité qui a été atteinte par les pays du Moyen-Orient, qui comprennent qu'ils n'ont absolument pas besoin d'avoir une guerre. Il y a eu malheureusement, alors ça n'a pas toujours été totalement une réussite. D'ailleurs, en ce moment, c'est en train de s'agiter du côté du Yémen. Mais je pense que depuis l'échec précisément donc de l'opération militaire au Yémen, dans l'opération conjointe des Émirats Arabes Unis et de l'Arabie Saoudite, il y a une volonté plutôt de trouver, comment dirais-je, une voie pacifique pour la résolution des conflits. Et effectivement, ces pays-là dépendent énormément de la vente des hydrocarbures. Et si tout d'un coup, dans le détroit d'Ormuz, ça commence à être la guerre, ça commence à avoir des bombardements, les conséquences seront catastrophiques pour les économies de ces pays-là. Donc, on a affaire à des gens raisonnables. Et ce qui est bien, encore une fois, c'est qu'on voit la médiation de la Russie, de la Chine, pour essayer d'empêcher Washington de mettre et Tel Aviv de mettre la région à feu et à sang. Merci beaucoup, messieurs. On a passé un merveilleux 63e épisode de Divergence Politique. J'espère que ça a permis de comprendre un peu mieux les réalités internationales qui nous préoccupent ces derniers temps. Le début d'année 2026, c'est quand même là, faut s'accrocher. Faut pas s'endormir une journée parce qu'il se passe des choses. Je le rappelle avant qu'on se quitte, vous le voyez, il y a un petit en haut à droite de cette vidéo, il y a un petit QR code. Eh bien, si vous souhaitez nous soutenir, activez le QR code, ça va vous permettre de faire un don à cette chaîne, ça nous permettra de continuer d'exister. Donc, merci beaucoup d'avance pour vos dons. Si vous en faites, écoutez, on vous remercie 1000 fois.
Surtout, activez la cloche pour avoir la notification de toutes les prochaines émissions. Et puis, on va vous préparer des très, très belles surprises sur Divergence politique dans les semaines à venir. Donc, restez bien informés. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et puis faites un like sur cette vidéo, mettez un petit commentaire pour le référencement et faites de même pour tous nos amis GPTV, TV, Liberté, Toxin et tous ceux que je n'ai pas cités. Voilà, merci Xavier, merci Fabrice, à la semaine prochaine. Au revoir.